femme d'ombre, femme de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de... les chamans Kavalan et la déesse Muzumazu. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode en compagnie de la chercheuse Liu Bijan, anthropologue à l'Academia Sinica, qui nous avait expliqué les semaines dernières comment elle s'est intéressée aux questions d'ethnologie et d'anthropologie, et notamment avec un prisme de genre et par rapport aux communautés autochtones, puisque des groupes ethniques autochtones de Taïwan comme les Amis ou les Kavalan sont matrilinéaires. Et donc c'était un contraste très important avec ce qu'elle avait vu dans sa famille d'origine où les femmes n'avaient pas du tout la même place que dans les communautés autochtones. La semaine dernière, nous avions plus parlé de la répartition des tâches et du travail, et en particulier le fait que les hommes sont responsables de la chasse et de la pêche et qu'ils doivent partager le fruit de ce travail avec les femmes. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le pouvoir religieux et le pouvoir des chamans en particulier. Les chamans chez les Kavalan sont toujours des femmes. Alors les Kavalan sont une ethnie relativement petite, donc dans le village de Sinche, qui est aujourd'hui le seul village principalement Kavalan, sur environ 300 personnes, dont 150 habitent là en permanence. Dans la tranche d'âge de 10-15 ans, sur une trentaine de jeunes filles dans les années 1950-60, eh bien, il y en avait entre 20 et 30 qui étaient des jeunes chamans. Donc c'est plus des 2/3. Après, il y a eu beaucoup moins de chamans initiés, aussi du fait du coût économique que ça avait, puisqu'il fallait organiser un festin et nourrir tous les proches et le village presque pour la cérémonie d'initiation d'une jeune chamane. Il faut dire que les chamanes sont initiés très tôt, environ 10 ans, et lorsque Liu Bijan est arrivée dans le village en 1993, elle n'a pas vraiment vu de rituel d'initiation, mais il y avait quand même des rituels chamaniques qui ont continué à être pratiqués jusqu'en 2007. Pour remettre un petit peu le contexte, les prêtres sont arrivés en 1956-57 au début et le village a été converti au christianisme dans les années 60. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus eu d'initiation de nouvelles chamanes. Le chamanisme était assez mal vu et le père, André Barek, disait qu'il s'agissait de pratiques animistes et donc c'était pas bien et il fallait arrêter. Un rituel chamanique annuel a été continué encore jusqu'en 2007-2008, mais c'était plus public, ça a été réalisé seulement chez les chamans ou bien de famille en famille à tour de rôle, alors qu'avant ça pouvait être par exemple réalisé à l'école ou dans les lieux publics. Quand j'ai vu l'initiation des chamans, c'était au Théâtre National. Ce sort de culture traditionnelle, entre guillemets, était revitalisée pour revendication d'identité. Parce que, si tu veux, Kavalan, ils n'ont pas de reconnaissance officielle au l'État. Il ne fait pas une partie des autochtones de Taïwan. Depuis 1987, c'est dans le village qu'ils commencent à réfléchir. Les gens le traitaient comme les Amis, parce qu'ils habitent au milieu des Amis. Mais leur langue est différente. En ce qui concerne la reconnaissance des autochtones, en 1994, la constitution de la République de Chine a été modifiée et les aborigènes ont été nommés en tant qu'autochtones, donc Yuanzhumin, au lieu de Shambao, qui se traduit littéralement par compatriotes des montagnes. Mais les Kavalans n'étaient pas dans ce groupe. À l'époque, il n'y a que 9 groupes seulement. Il n'y a pas de Kavalans. Mais pour se faire connaître au public, les Kavalans pensaient qu'il faut trouver notre culture ancienne. Pour montrer aux gens, on n'a pas seulement la langue, on a encore notre culture. On est rentré dans la logique de la reconnaissance, des politiques de reconnaissance. Parce qu'on passe dans l'autoritaire à multiculturalisme. Maintenant, comme la langue des autochtones est considérée aussi comme la langue du pays national. Et leur culture aussi. Mais à l'époque, il y a tout un processus de revendication, de mouvement social. Oui. Et les Kavalans, si tu veux, les gens ont peur d'être un dissident politique dans la rue, comme moi par exemple. C'est très mal vu, parce que ça a fini en prison. C'était difficile. Mais
pour montrer leur culture et de faire des spectacles au Théâtre National, c'est quelque chose de plus facile. Ça rentrait dans le norme ou le stéréotype du gouvernement. Les gouvernements pensaient que les aborigènes ne savaient que danser et chanter. C'est donc dans ce contexte de revendication d'une identité propre, à la fois différente des Han, des Chinois, et des Amis, les voisins autochtones, que les Kavalan ont mis en scène le rituel Kisaïs, le rituel de l'inauguration des chamans. Liu Bijan a participé à la mise en scène du spectacle, mais toute l'écriture est basée sur les souvenirs des villageois, des villageoises, des chamans, qui se sont vraiment basés sur comment était le rituel et qui sont arrivés à le reconstruire. Pour moi, c'est génial, parce que c'est eux qui reconstruisent avec leur mémoire et leur pratique. Et c'est comme un théâtre, comme un vrai rituel, si tu veux. Mais à mon âge, je n'ai jamais de la chance de revu, et ce n'était pas filmé non plus, ce rituel. Mais eux, ils le reconstruisent. Mais pas dans leur village, dans le Théâtre National. Ça veut dire que l'État accepte aussi, de reconnaître aussi leur culture. Et effectivement, ils ont montré que le plus spectaculaire, c'est dans l'initiation de chamans, il appelait Kisaïs, ce sont des jeunes chamans qui montaient sur le toit de la maison. Ça fait très spectaculaire, non? Voilà. D'ailleurs, ce spectacle devient un spectacle fixe au parc national des Aborigènes. Si vous avez l'occasion, vous pourrez aller le voir. Il y a une vidéo aussi, un DVD. Ça devient hyper touristique. Parce qu'il n'y a que eux qui ont ce spectacle. Le spectacle est très complet et donne vraiment le cadre culturel de comment une jeune femme devient chamane. En fait, dans la pièce, elle tombe malade et donc elle va consulter une chamane qui sont aussi les guérisseuses normalement. Et la chamane lui annonce que c'est une maladie incurable. Ça ne veut pas dire que c'est un cancer et qu'elle va mourir, mais c'est un signe. Et c'est un signe de relation non seulement avec les autres chamans, mais aussi avec ses ancêtres, et les ancêtres des chamans et les divinités Kavalan. Et donc, la jeune femme reprend sa responsabilité en devenant une chamane, en devenant maîtresse de sa maison. Cette maladie est comme un appel, et si elle accepte le rituel d'initiation, Kisaïs, est réalisé. Donc tout le monde est réuni, le père doit préparer du gibier, ça se fait souvent à la fin des récoltes parce qu'il faut nourrir tout le monde. Avant, le rituel durait 1 mois, maintenant c'est 1 semaine, parfois même réduit à 1 jour seulement. Mais pendant le temps du rituel, il faut nourrir tout le village, la famille, les voisins. C'est à la famille de la jeune fille qui devient chamane de fournir tout cela. On voit ici qu'il y a une intersection entre la sphère économique, la sphère publique et la sphère sacrée. Pendant le rituel de Kisaïs, donc, la jeune fille doit monter sur le toit et Liu Bijan a interrogé une chamane plus âgée qui lui a expliqué qu'il y avait toute une mythologie derrière cela qui apparaît notamment dans un chant que Liu Bijan a enregistré et transcrit. Salamai jianan Xiangao jianan ao 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 Dans la chanson, pour comprendre, il y a 2 noms principaux, toujours Salamai et Xiangao. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Quel est le lien avec le fait d'aller danser sur le toit? Et les gens m'ont expliqué, c'est très intéressant comme mythologie. Hein? Il y a une déesse qui s'appelait Muzumazu. Mais je me suis dit, bizarre, pourquoi dans les chansons vous ne chantez pas Muzumazu, vous chantez Salamai? Bijan, tu sais, il faut respecter la déesse, il ne faut pas l'appeler son nom direct. Ici, on voit que la déesse Muzumazu est plus respectée que les divinités masculines, puisque elle, c'est la seule qu'on ne peut pas appeler par son nom direct. Muzumazu, c'était la déesse. C'est elle qui a vu un pauvre homme sur la terre, très feignant, qui n'a pas quoi manger. Et comme elle avait pitié, compassion envers cet humain, elle est descendue du ciel pour lui apprendre à cultiver le riz sec, pour faire des rizières. C'est un pouvoir de la création de l'agriculture.
c'est elle qui donne la technique, savoir-faire. Et les hommes ont été considérés feignants, qui ne savent pas faire, qui a faim. La faim, c'est un signe aussi de pas de pouvoir. C'est pas par hasard que la société est différente que la nôtre. Après, il allait exploiter la terre pour cultiver le riz sec. Et le riz commence à pousser. Ils ont commencé à avoir le premier bébé. C'était un garçon. Et la déesse Muzumazu a demandé Xiang'an, ce pauvre homme feignant, d'aller travailler dans le champ. Et les hommes disent que c'est pas mon travail. Et, lui, il voulait pas y aller. Bon. Et la femme prend toute sa responsabilité. Elle a dit aux hommes de s'occuper du bébé, de rapporter le bébé si le bébé a besoin d'allaiter. Et du coup, elle est partie dans le champ. Et bien, les bébés pleuraient. Le bébé, il a faim. Mais le mari pense, Xiang'an pense que c'est un peu noir, le champ. Et du coup, il a donné le crabe à manger à la place de Hamlet pour voir sa femme. Et le crabe rentre dans le ventre avec des pinces qui va couper les intestins de l'estomac. Et du coup, bébé, il a pleuré encore plus fort. Il n'était pas nourri. En plus, ça lui fait mal au ventre. Et en rentrant, Muzumazu a vu ça, qu'il était très fâché contre son mari. Et les choses a reproduit le lendemain. Muzumazu a dit, sois pas feignant, apportez notre bébé au champ et va lui nourrir. En attendant, le riz pousse. Elle va aller l'aider. Elle est partie. Et l'homme a fait encore la même chose. Il lui a donné le crabe à manger. Le crabe, ça s'appelle canard. C'est une sorte de crabe poilu dans le pince. Ça, cette sorte de crabe est très dur. Dans le village, on peut trouver encore le même crabe. Et dans la pratique de la vie quotidienne, les Kavalans, ils ne mangent pas cette sorte de crabe. C'est pas une bonne chose. On peut penser en parallèle, il faut attendre le riz. Et le lendemain, le Muzumazu est revenu. Comme la femme était très travailleuse, elle est rentrée un peu tard. Et le bébé a mangé, je crois, le mari, Xiang'an, lui a donné 3 crabes. Et du coup, le bébé est en train de mourir. En rentrant, maman Muzumazu a vu que le bébé est mourant. Elle était très triste. Mais c'était trop tard. Elle ne peut pas sauver le bébé. À ce moment-là, le bébé est décédé et Muzumazu a réalisé un rituel funéraire qui est encore celui qui se pratique aujourd'hui par les Kavalans. Selon la légende, une fois son bébé enterré, Muzumazu était encore en colère contre Salamai, son mari, et elle a décidé de le quitter. Donc, elle est montée sur le toit de la maison et de là, elle s'est envolée vers le ciel avec la fumée. Elle a dit aux gens, si vous voulez éviter la maladie, si vous voulez éviter la mort, il faut chaque année préparer les offrandes et de m'appeler sur le toit et je viens vous aider. Et c'est pour ça j'avais compris qu'est-ce que c'est un spectacle de chamans danser sur le toit. En fait, c'est la chute de mythologie. C'est logique aussi. Une femme commence à avoir leurs règles, il peut devenir un chaman. C'est aussi, il commence à avoir la vie, la possibilité d'avoir des enfants. Et c'est au moment aussi que les jeunes filles montaient sur le toit. Et parce qu'à la fin de la mythologie, ils n'ont pas des enfants. Les enfants étaient tués par le mari, le méchant mari, feignant. Et oui, et comment on peut avoir des enfants? On n'a pas de descendants. La reproduction est très importante pour la société. Et comment on fait? On fait prière, si tu veux, avec les enfants sur le toit pour que la déesse nous donne un descendant. Ainsi, pendant un rituel d'initiation chamanique, la jeune fille, qui est donc l'héritière de cette lignée matrilinéaire, justement, cette lignée de femmes, demande à Muzumazu, à la déesse, de recevoir de sa part à la fois la capacité d'avoir des enfants, mais aussi la capacité de soigner, puisque c'est aussi un rôle important des chamans. Dans les chants rituels, il y a donc un but très précis, et on demande à la déesse de revenir parmi les humains à travers ces chants. Le rituel permet ainsi à la chamane d'entrer en relation à la fois avec la déesse Muzumazu, mais aussi avec les anciennes chamanes et avec ses ancêtres. Et d'ailleurs, beaucoup de ses ancêtres sont probablement aussi des chamans.
mais le rituel est une porte de communication aussi vers l'au-delà. Quand on a fait un livre avec Nicole Clark Matthew, Une maison sans fille et une maison morte. Et là, c'est ces idées-là. Une fille est tellement importante pour une famille, pour la reproduction de la vie. Et d'où viennent ces idées matrinaires? Maman chamane, et fille chamane, et la déesse, comme par hasard, c'est lignée et centrée sur les femmes. Et c'est ça, ça me permet de donner une nouvelle définition avec mon terrain de travail sur matrilinéaire. Ça veut dire que ce n'est pas un lien de DNA ou de son direct, mais des liens avec quelque chose d'imaginaire, le son de la déesse. Et c'est ça le travail à fait lors des rituels. Le rituel d'initiation des jeunes chamans permet donc aux jeunes filles à la fois d'accéder à un nouveau statut social, mais aussi d'entrer en relation et de s'inscrire dans cette lignée matrilinéaire, en continuité non seulement d'autres femmes et d'autres femmes chamanes, avec les liens du sang, avec les liens du savoir partagé et transmis, mais également avec la divinité Muzumazu qui fait partie de cette même lignée. Un grand merci à l'anthropologue Liu Bijan pour tous ces partages. C'était une émission présentée par Florian Dai pour Radio Taïwan International.